Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série des Folies Botaniques. Bonjour Romaric. Bonjour Anne-Lise. Ça y est, on découvre un nouveau jardin. On est content. Ça change, et puis on peut retourner dehors. C'est ça, on peut sortir des serres. Oh, il fait chaud, bof bof. Hein. Mais bref, on est au parc de la Gaudinière, donc on va découvrir en plusieurs étapes ce parc. 4, c'est à chaque fois qu'on découvre un endroit, tu m'as dit qu'il faut le faire en 4 fois. Oui, on fait en 4 temps. Alors qu'on pourrait y en avoir une douzaine ici. Mais bon. Oui, mais on va se limiter à 4. Et on commence par ce bâtiment qu'on voit quand on arrive de Rennes ou d'Orvaux, qui se dégage en haut du parc. Là, c'est le château de la Gaudinière. Château de la Gaudinière. Quand on arrive de la route de Rennes, effectivement, il y a cette énorme percée, cette perspective à la Versailles, on pourrait dire. Avec ce château, initialement, il date de quasiment à 2 ans près, de la même époque que le manoir de Procès, 1791 ici. Et puis ils l'ont repris 70 ans plus tard pour en avoir cette vision en tuffeau puis en briques qu'on a aujourd'hui de manoirs typiques des résidences d'armateurs de Nantes qui faisaient du commerce triangulaire à la fin du 19e, qui fait qu'ils avaient des très beaux parcs parce qu'ils étaient bien évidemment très riches et qu'aujourd'hui, comme la ville en a acheté un certain nombre, je pense évidemment à Procès ou au Grand Blotreau, eh bien on bénéficie de ces superbes parcs aujourd'hui. Oui, c'est ça, ça fait partie des domaines privés qui sont devenus publics grâce à la ville de Nantes. Quoi. Exactement, que la ville de Nantes a eu l'idée d'acheter, alors qu'assez souvent, celui-là, ça l'est encore, il était à l'extérieur de la ville. On voit, on est comme les manoirs sur les bords de l'Erdre, ça devait être la résidence secondaire, enfin en tous les cas, le manoir de prestige un peu à l'extérieur, il fallait quand même avoir la quinzaine d'hectares de disponibles. Et alors, il y a du coup des arbres un petit peu qui datent aussi quand on est sur des domaines comme ça. Voilà, ici on a pas mal d'arbres autour des années 1860, donc on a plein d'arbres locaux, donc on en parlera tout à l'heure, on a pas mal d'arbres exotiques, et en premier lieu, quand on est quand même un beau domaine comme ça, qu'est-ce qu'on met? On met des arbres pour montrer un peu... qu'on a voyagé. Voilà, donc on met des palmiers, ce qui voulait dire a priori à l'époque... On s'en approche des palmiers ou pas? On peut s'en approcher. Bon, allez, on y va. C'est qu'on a passé les capornes normalement, quand on a replanté un palmier, un trachycarpus. C'est quand on a passé les capornes. Trachycarpus. Trachy-Y. C-R-P-S. Fortunei. Non pas parce qu'ils assurent la fortune, mais parce qu'il y a un Écossais qui s'appelait Robert Fortune. Et donc Robert Fortune, il a été missionné, parce que tu sais qu'en Chine, de 1350, en gros Marco Polo, jusqu'à 1850, il n'y a aucun Européen qui est rentré en Chine. Aucun, hormis quelques missionnaires, mais des religieux, mais sinon il n'y en a aucun. Et donc Robert Fortune, il a été missionné pour voler le thé à la Chine. Et donc il a été missionné là-bas, il a appris un peu le chinois, mais surtout, il s'est fait mettre une natte et il a traversé toute la Chine sur des chaises à porteurs. À chaque fois qu'on demandait d'où il vient, avec son accent improbable, on disait oui, il vient de la Grande Tartarie, de l'autre côté de la Grande Muraille. Et il s'est promené comme ça, et il a quand même récolté 8000 pieds de thé qu'il a ramené en Inde et qui a fait que l'Inde après a bouleversé le business du thé. Et donc ce Robert Fortune, il a noté des plantes qu'il voyait, et parmi celles-là, il y avait ce Trachycarpus Fortunei, donc qui lui est dédié, le Trachycarpus de Monsieur Fortune. Qu'on était parti du palmier. Hein. Voilà. Je vois ça, tu bois mes paroles, puis je pourrais te raconter n'importe quoi, et sauf qu'on parlait de botanique. Okay. Voilà. Le palmier, bien sûr. Et donc, ce palmier, c'est Monsieur Fortune qui l'a vu, et donc, c'en est un. Pourquoi c'est celui qu'on voit souvent? Donc effectivement, les armateurs le mettaient quand ils avaient passé les capornes. Et puis aussi, quand même, chez nous, c'est le seul qui tient aussi bien, puisqu'il tient à -20. Il vient de Chine, donc on a cette image de palmier donc tropical. Lui, il vient de Chine, il tient à -20 dehors, donc on peut le faire pousser à peu près partout chez nous, du moment qu'au sol, c'est drainé. Et comme tous les palmiers, ce ne sont pas des vrais arbres, ce sont des sortes d'herbes géantes, on va dire ça comme ça, en tout cas des monocotylédones. Et donc le tronc, il grossit jamais, tu vois, par rapport à des arbres chez nous. Tu vois, le diamètre à la base est le même que le diamètre en haut, strictement. Alors que chez nous, on ne verrait jamais un arbre comme ça. Un arbre est forcément conique et se rapetisse quand il arrive vers le haut. D'accord. Même si là, il prend un peu d'épaisseur dans les hauteurs, il prend du poil là. Voilà, c'est du poil. Alors ça, c'est simplement les anciennes feuilles, les palmes, qui se sont décrochées. Dessous, il y avait ces sortes de poils, qui fait qu'il y en a qui l'appellent palmier à chanvre. Et comme tous les palmiers dans le monde, c'est vraiment la plante miracle, parce que le palmier, on peut se nourrir, soit il fait des noix de coco, soit des dattes. Avec les feuilles, on peut faire des toits, des chaumes, enfin on peut couvrir des maisons. Avec justement les sortes de poils qu'il y a sur le bord, on peut rembourrer des maisons, faire de l'isolation. Enfin voilà, on peut faire mille et une choses avec les palmiers. Puis avec le tronc, on fait comme des troncs d'arbres, des poutres. Voilà. Et donc le palmier a toujours été, enfin tous les peuples, il y a des palmiers, ils sont très utilisés. Il y a un autre symbole de cette époque-là, c'est pas du tout de la botanique. Et donc c'est cette fontaine là-bas. Cette fontaine Wallace, elle a été voulue par un philanthrope qui s'appelait Monsieur Wallace. Et donc à Nantes, personne ne sait qu'elle a été fabriquée par un Nantais. Et donc il avait proposé qu'à Paris, pour que les gens ne meurent pas de soif, il y en ait une 50aine qui soit disposée comme ça dans Paris. Alors il y en a qui disent les mauvaises langues, c'est parce qu'à Paris, on pensait que pour boire, il fallait boire du vin.
Bon, ouais, c'était surtout que c'était un peu la guerre avec l'Allemagne, c'est la guerre contre la Prusse, tu sais, celle qu'on n'apprend pas à l'école parce qu'on s'est pris une petite raclée. Et donc en 1870, il fait faire ces fontaines, et il y en a encore plein dans Paris, je sais pas si tu as remarqué. Oui, si, on en voit dans Paris, on en voit dans Nantes aussi, il y en a d'autres même. Voilà, c'est ça, il y en a 5 dans Nantes, voilà. Et donc c'est Charles Lebourg, un des grands artistes nantais. Ah, on voit son nom là. Voilà, Charles Lebourg qui l'a fait en 1872, donc c'est un Nantais qui a fait l'œuvre peut-être qui est la plus diffusée dans le monde aujourd'hui, enfin de Nantes, mais qui est la moins connue, avec ces 4 femmes qui portent le fronton, qui sont toutes différentes. Quand tu regardes les draperies, les 4 sont différentes. Différentes. Eh bien, Salabo-Paille de la botanique, c'est vert, donc ça rentre. Moi, j'estime que ça rentre, mais on va continuer à parler de botanique. On continue notre expédition à travers le parc de la Gaudinière. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Romaric. Oh, dans une semaine. Au revoir.